Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, donc des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité et les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou IT, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations qui sont toujours très changeantes et complexes pour vos structures. Aujourd'hui, nous vous proposons une thématique droit social autour de la rupture conventionnelle. Donc, maîtrisez-vous le processus de la rupture conventionnelle afin de sécuriser vos démarches. Nos 2 experts ce matin qui vont aborder ce sujet avec vous et animer cette matinale, nous avons Kevin Brun et Alix de Sigoyer, qui sont Bonjour. tous les 2 juristes droit social et ils accompagnent les entreprises et nos clients dans la réponse à leurs problématiques, RH droit social et dans leur mise en conformité avec, le droit du travail, aussi bien d'un point de vue, stratégique qu'opérationnel. Avant de leur passer la main dans un instant, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, nous sommes un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux, avec un bel exemple aujourd'hui puisque Alix et moi-même sommes du bureau de Lyon et Kevin est au bureau de Colmar. Et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je laisse la main à nos 2 experts du jour qui vont dérouler leur présentation. Merci Aurélia. Alors, je vous présente le programme du webinaire d'aujourd'hui qu'on a découpé de la façon suivante. Donc, dans un premier temps, on va introduire le sujet, voir les enjeux actuels de la rupture conventionnelle. On verra ensuite ensemble les 4 étapes incontournables. On a ensuite choisi de faire un focus pratique sur la saisie en ligne, du coup, sur la plateforme TéléRC. Et également de faire un point sur les points un peu de vigilance, les bons réflexes qu'il faut avoir. Et à la fin du webinaire, nous aurons un temps d'échange pour vos questions et nos réponses. Alors, sans plus attendre, je vous plante le décor. Imaginez, vous négociez une rupture conventionnelle avec un salarié, tout est calé, tout est signé, tout est transmis. Mais là, bug du site TéléRC, une erreur de date et l'administration refuse d'homologuer. Résultat, perte de temps, tension avec le salarié et parfois même risque de contentieux. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à sécuriser ensemble aujourd'hui. Alors, pour faire une petite mise en contexte, donc pourquoi la rupture conventionnelle reste stratégique en 2025 ? Alors, elle existe depuis 2008, mais aujourd'hui encore, elle s'impose comme le mode de rupture du CDI le plus utilisé devant le licenciement, devant la démission. On peut dire que son succès repose sur sa flexibilité parce qu'elle permet à l'employeur comme aux salariés de se séparer d'un commun accord dans un cadre sécurisé et maîtrisé. Et aujourd'hui, la rupture conventionnelle continue d'occuper une place centrale dans la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas une simple formalité administrative, c'est un outil stratégique, ce qu'on va voir aujourd'hui, qui doit être parfaitement maîtrisé pour devenir une opportunité plutôt qu'un risque. Et je vous ai présenté sous forme de tableau les enjeux stratégiques de la rupture conventionnelle, ce qui permet de voir qu'il y en a pour l'entreprise, pour le salarié, mais qu'il y a aussi des enjeux communs. Pour l'entreprise, donc, la rupture conventionnelle, c'est bien un outil de pilotage des effectifs qui évite les aléas d'un licenciement, qui permet d'accompagner un départ non conflictuel, qui permet de sécuriser des transitions professionnelles. Il y a aussi un enjeu au niveau de la digitalisation de la procédure aujourd'hui avec la généralisation de la plateforme TéléRC. Elle permet effectivement une simplification de la saisie, mais il y a quand même un risque d'accroissement des erreurs techniques, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour éviter justement d'en faire. Et pour le salarié, la rupture conventionnelle ouvre droit à l'assurance chômage. Et c'est généralement l'occasion d'un projet de reconversion, d'un départ anticipé, de prévoir une mobilité ou de prévoir une transition sereine. Mais il y a aussi des enjeux d'évolution sociale pour des salariés qui sont de plus en plus attentifs à leurs droits et à la qualité de leur départ et qui sont souvent aujourd'hui accompagnés par un juriste de leur entourage ou même par un avocat. Et au-delà de ces enjeux, il y a aussi un enjeu de sécurisation juridique parce que la rupture conventionnelle, c'est quand même un équilibre fragile entre la liberté contractuelle mais aussi le respect d'un formalisme strict.
parce que la moindre erreur de procédure peut entraîner un refus d'homologation, voire un risque de contentieux, en sachant qu'il y a une vigilance accrue des juges sur le respect du consentement et des délais. Merci Alix. Quelques chiffres à présent concernant la rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle, comme l'a dit Alix, date de 2008 et le graphique que vous voyez à présent à l'écran retrace l'historique de la rupture conventionnelle de 2013 jusqu'à 2021. Alors 2013, date stratégique dans l'histoire de la rupture conventionnelle puisque c'est à cette date qu'a été introduit le forfait social de 20%. Dit autrement, la première taxe qui a été appliquée par l'État sur ce mode de rupture du contrat de travail, taxe qui n'existait pas auparavant. Ce graphique est intéressant puisque vous pouvez voir de manière quasi constante l'évolution croissante du recours au nombre de ruptures conventionnelles. Évidemment, une petite chute en 2020, on sait tous pourquoi, due à la crise sanitaire du Covid-19, puis un départ à la hausse à nouveau en 2021 avec 454 000 ruptures conventionnelles qui ont été conclues et homologuées sur le territoire. Donc 454 000, ça vous fait environ 38 000 ruptures conventionnelles par mois, ce qui est assez énorme. Ces données ne sont pas évidentes à avoir et à traiter pour la DARES, que je remercie d'ailleurs pour la transmission de ces données et pour leur travail qu'ils effectuent. Nous n'avons pas pu intégrer dans ce graphique l'évolution sur ces dernières années. Néanmoins, je peux vous donner ce chiffre. En 2024, c'est plus de 500 000 ruptures conventionnelles homologuées par l'administration. Donc, on est sur une moyenne de plus de 41 000 ruptures conventionnelles par mois. Ce qui en fait encore, comme l'a dit Alix, aujourd'hui un enjeu stratégique et le principal mode de rupture du contrat de travail. Merci Kevin. Et je reprends la main donc, pour voir ensemble les 4 étapes incontournables de la procédure. Donc on les a schématisées ici. Donc elle commence avec l'initiative, ensuite l'invitation à l'entretien, le déroulé de l'entretien et la signature de la convention, ensuite la télétransmission de la demande via la plateforme, et enfin l'homologation de la rupture et la fin du contrat de travail. Alors, qui peut initier la démarche et comment procéder? Donc, à l'initiative, ça peut être aussi bien l'employeur que le salarié. Généralement, ça peut partir d'une discussion informelle entre l'employeur et le salarié. Ça peut aussi être une demande écrite du salarié directement, en sachant que généralement, ça se fait dans un contexte de logique de dialogue et d'équilibre. Quel risque en cas de pression? Effectivement, si l'employeur contraint le salarié à accepter la rupture conventionnelle, il peut y avoir un risque d'annulation pour vice du consentement du salarié et également un risque de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en termes de bonnes pratiques, on recommande, lorsque la demande de rupture conventionnelle est à l'initiative du salarié, on lui demande d'avoir une trace écrite de sa demande, ça sécurise le dossier et ça permet aussi d'avoir une preuve qu'il est bien OK avec la procédure. Et sur l'invitation du salarié à l'entretien, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de formalisme particulier à respecter. Ça peut être simplement un échange oral. Après, on sait bien qu'en termes de droit, prouver un oral, c'est toujours compliqué. Donc, c'est quand même toujours mieux d'avoir un écrit, même si la loi n'impose pas de forme ni de délai. Il peut y avoir un ou plusieurs entretiens jusqu'à temps que les parties se mettent d'accord sur les conditions de la rupture. Encore une fois, en termes de bonnes pratiques, on recommande de rédiger une invitation à l'entretien et qui précise des éléments qui sont assez importants pour le déroulé de la négociation. Donc, évidemment, l'objet de l'invitation, pour être sûr que tout le monde soit bien au courant du sujet de la discussion, la date et l'heure, le lieu aussi. Alors, ça se fait encore beaucoup au bureau, en présentiel, en face à face, mais aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'employeurs qui sont à l'étranger et des salariés qui ne sont pas dans le même pays. Donc, ça peut aussi s'organiser en visio. Il suffit de le prévoir et également prévoir que le salarié puisse se faire assister, en sachant que si le salarié choisit de se faire assister, l'employeur peut également se faire assister à son tour. Tout ça afin, encore une fois, de sécuriser la preuve en cas de contestation ultérieure du salarié. Que fait-on lors de l'entretien? C'est le moment stratégique. C'est le moment stratégique qui est appréhendé souvent, parfois par les employeurs et également par les salariés, puisque c'est le moment où on va signer les documents officiels qui entraîneront plus tard la rupture du contrat de travail. Alors,
qu'est-ce qu'on fait lors de l'entretien? Eh bien, on signe le formulaire CERFA, qui est le seul document obligatoire à signer auprès de l'administration, et le cas échéant, comme c'est souvent le cas, la convention de rupture conventionnelle qui est rédigée. Alors la convention de rupture conventionnelle est un document à part du CERFA que nous vous recommandons de rédiger, puisque vous allez le voir, le CERFA ne se suffit malheureusement pas à lui-même dans bien des situations. Et afin de vous assurer du consentement total et intègre du salarié, nous vous invitons à entériner cette rupture conventionnelle dans le cadre d'une convention à côté. Alors, par rapport au contenu, il y a plusieurs mentions qui sont obligatoires, bien évidemment, dans le formulaire CERFA, mais essentiellement le montant de l'indemnité, qui est un élément stratégique, et également la date de fin de contrat. La saisie du CERFA est dématérialisée de manière obligatoire depuis le 1er avril 2022. Il y a également d'autres éléments qui peuvent paraître anodins, mais qui ont toute leur importance dans le cadre de la saisie. Il s'agit notamment de l'adresse mail du salarié, qui, si elle n'est pas renseignée, vous bloquera lors de la saisie, et également son assistance ou non lors de l'entretien, d'où la nécessité d'avoir cette information en amont pour le jour de l'entretien, pouvoir signer en bonne et due forme les documents avec le salarié. Alors, l'établissement des exemplaires. La loi vous impose d'établir le CERFA obligatoirement en double exemplaire. Néanmoins, sur le site TLRC de l'administration, lorsque vous éditerez le formulaire CERFA, celui-ci apparaîtra en 3 exemplaires. Pourquoi 3 exemplaires? Un pour vous en tant qu'employeur, un pour le salarié et un à destination de l'administration, à conserver du coup le poids par l'employeur, document qui peut être réclamé par l'administration. Concernant la remise de salarié, un exemplaire doit être impérativement remis au salarié, et assurez-vous de la matérialisation de la preuve de cette remise, puisque l'employeur qui ne remet pas d'exemplaire au salarié, le salarié pourrait obtenir des juges l'annulation de la convention de rupture et la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'application du barème Macron. Alors, concernant la procédure en termes de délai, entre l'invitation, comme l'expliquait avant Alix, et la signature du formulaire CERFA, le Code du travail ne vous impose aucun délai. Néanmoins, les praticiens, de manière courante, se calent sur la procédure de licenciement, à savoir 5 jours ouvrables entre l'invitation et l'entretien, afin de vous assurer du consentement du salarié, puisque si jamais le délai était trop court, je vous donne un exemple assez caricatural et peut-être excessif, mais un jour, eh bien, le salarié pourrait faire valoir éventuellement un vice de consentement s'il estimait ne pas avoir eu le temps nécessaire pour évaluer les conséquences de la signature de cet acte juridique. Alors, je reprends la main pour la question suivante. Donc, quand intervient la télétransmission de la demande d'homologation? Donc, après l'expiration du délai de rétractation, donc pendant ce délai, chacune des parties peut revenir sur sa décision, et lorsque le délai est en cours, il n'est pas possible de télétransmettre la demande avant la fin, même si les parties sont d'accord, même si elles se disent qu'elles ne vont pas se rétracter. Donc on fait un petit focus sur le délai de rétractation parce que voilà, il est un petit peu particulier. Il faut savoir qu'il dure 15 jours calendaires. Donc calendaire, ça veut dire que tous les jours comptent, les week-ends, les jours fériés, les jours ouvrés. Le point de départ du délai, c'est le lendemain de la date de signature de la convention, et le délai prend fin le 15e jour à minuit. En sachant que si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il faut décaler la fin du délai au premier jour ouvrable suivant. Et je vous ai mis des petits exemples, si jamais vous avez un calendrier pas loin pour regarder, parce que ça peut être un petit peu piégeux. Par exemple, si on signe une convention de rupture le 10 mai 2025, donc le délai commence à courir à compter du lendemain, donc le 11 mai, et on a une fin de délai qui tombe le 25 mai, qui est un dimanche. Donc dans ce cas-là, on reporte la fin du délai à l'issue du lundi 26 mai. Autre exemple où on signe une convention de rupture un 13 juillet. Donc le délai commence à courir le lendemain, le 14 juillet, c'est un jour férié, mais le jour compte sans aucun problème. Et ça fait une fin de délai au 28 juillet, qui est un lundi, donc aucun problème. Délai le lundi. Et un dernier exemple, si on signe une convention de rupture le 31 octobre 2025, on a donc le délai qui commence à courir à compter du lendemain, le 1er novembre. C'est un jour férié, mais c'est pas problématique. Et on a une fin de délai qui tombe le 15 novembre, c'est un samedi, et donc on reporte bien la fin du délai au lundi 17 novembre.
Donc, on a fait effectivement un petit focus sur le délai de rétractation parce qu'il y a un mélange du coup des jours calendaires en termes de décompte et de report aux jours ouvrables. Et ça, c'est quand même une erreur fréquente qui peut entraîner un refus d'homologation. Donc, il faut être assez vigilant. Et il faut aussi faire attention aux délais qui sont calculés par la plateforme TéléRC parce qu'elle vous donne la possibilité de faire une simulation de calcul des délais, mais elle considère le samedi en fait comme un jour où la télétransmission est possible, alors que la plupart des praticiens ne travaillent pas le samedi, donc il n'est pas possible de déposer une demande le samedi. Donc il faut toujours, en termes de bonne pratique, il faut toujours vérifier le calcul de son délai avec un calendrier officiel de l'année en cours avec les jours fériés, bien anticiper dans le planning RH pour éviter de bloquer la télétransmission pour une simple erreur de date et toujours conserver la trace écrite de la date de fin de délai pour prouver la bonne computation des délais. Après l'envoi de la demande d'homologation à l'administration dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, cette fois-ci, pour instruire la demande d'homologation. Cette instruction, que va contrôler l'administration durant cette instruction? Alors, bien évidemment, par rapport au volume de rupture conventionnelle, je vous rappelle environ 40 000 par mois, vous imaginez bien que l'administration ne peut pas matériellement checker tous les points de la rupture conventionnelle. Elle va s'astreindre, au contrôle de certains points stratégiques, notamment le respect du délai de rétractation et également le respect de l'indemnité minimum légale ou conventionnelle le cas échéant. Et pour ce faire, elle va utiliser l'applicatif SIRC, un applicatif qui est un véritable atout de l'administration et vous allez comprendre pourquoi. Lors de la saisie en ligne du formulaire CERFA, qui est dématérialisé, l'indemnité légale, on le verra après, sera calculée automatiquement. En revanche, concernant l'indemnité qui est prévue par la convention collective nationale qui est applicable à votre entreprise, l'applicatif SIRC a intégré en son sein les dispositions conventionnelles les plus répandues. Le contrôle de l'indemnité conventionnelle va pouvoir s'effectuer via le numéro IDCC, donc l'identifiant de convention collective que vous rentrerez lors de la saisie de la demande de la saisie du CERFA en ligne. SIRC va pouvoir du coup contrôler ces différents éléments, mais va pouvoir également, et là c'est très important pour les entreprises qui ont une certaine taille et qui utilisent de manière volumineuse le recours aux ruptures conventionnelles, l'absence de contournement des règles relatives au licenciement économique. Comment ça se passe? SIRC va permettre, par exemple, quand une entreprise multi-établissement dépose dans plusieurs départements de France des ruptures conventionnelles en se disant ce n'est pas la même DRITS, donc je vais pouvoir passer sous les radars concernant le contournement des règles de licenciement économique, eh bien SIRC va mettre en alerte les services de l'administration qui va détecter que cette entreprise-là a plusieurs établissements en France. L'administration va donc se mettre en lien avec les différents collègues départementaux des autres DRITS, ce qui leur permettra de s'approcher de l'entreprise afin de contrôler de plus près la situation économique et, le cas échéant, se rapprocher de ces entreprises pour veiller à l'absence de contournement des règles relatives au licenciement économique. Quelles issues après l'instruction de l'administration? Les issues sont soit l'une, soit l'autre. Alors, ce n'est pas toujours tout blanc ou tout noir en droit social, mais là, pour le coup, c'est le cas. Soit la rupture conventionnelle est homologuée et le contrat de travail peut donc être rompu à la date que vous aurez convenu avec le salarié, soit il y a refus d'homologation de l'administration et à ce moment-là, le contrat de travail ne peut pas être rompu et continuera à suivre son cours normalement et il faudra malheureusement pour les parties réentamer de nouvelles négociations et une nouvelle procédure le cas échéant afin d'aboutir au processus, à la rupture du contrat de travail. Mais il convient cependant de noter qu'il demeure très rare en pratique que l'administration notifie spontanément un refus d'homologation. En général, la DRITS va prendre attache avec l'entreprise pour avoir des éclaircissements sur certaines zones d'ombre ou au contraire pour demander à l'employeur de confirmer certains points qui peuvent paraître délicats lors de la rupture conventionnelle. Merci Kevin. On va passer donc sur le focus sur la saisie en ligne via la plateforme TéléRC. Alors, vous voyez la page d'accueil en fait, du site. On vous a également mis l'adresse de la plateforme TéléRC qui se trouve très facilement. C'est vrai que le site est quand même assez intuitif et bien construit.
Donc l'employeur, lorsqu'il veut faire une demande de rupture conventionnelle, il y a un petit paramétrage initial à faire. Et donc là, vous voyez sur la page d'accueil, il faut cliquer sur « Créer une nouvelle demande ». Lorsqu'on clique sur ce petit encart, on a une fenêtre pop-up qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre, il faut renseigner l'adresse mail de la personne qui va télétransmettre la demande. Donc, lorsque je me charge de le faire pour mes clients, je mets mon adresse mail puisque c'est moi qui vais après télédéposer la demande. Une fois que cela est fait, on reçoit un mail de courriel, un courriel de création du dossier avec un lien sur lequel on clique, donc qui nous renvoie sur la plateforme. Et à ce moment-là, on définit un mot de passe pour pouvoir par la suite se reconnecter au dossier si besoin. Et on reçoit à l'issue de ça un courrier qui confirme la création du dossier et qui donne un numéro unique de dossier de RC. Quelles sont les informations clés à saisir? Alors, en préambule, retenez que la quasi-totalité de la saisie en ligne requiert des informations qui vont, pour l'essentiel, être bloquantes en cas d'absence. Par exemple, l'adresse mail du salarié, comme je vous le disais avant, ou la mention relative à son assistance, éventuelle, oui, non. Nous allons nous concentrer sur les modalités relatives au calcul de l'indemnité et également au calendrier. Alors, par rapport au calcul de l'indemnité, les premières données que vous allez devoir rentrer sont l'ancienneté du salarié. Vous voyez 10 ans et 0 mois, hein, dans l'exemple ci-contre que vous voyez apparaître. L'ancienneté, j'insiste là-dessus, à la date de fin de contrat prévisionnel et non pas à la date de l'entretien. Je vous rappelle qu'une rupture conventionnelle prend environ, entre l'invitation et la fin du contrat de travail, 6 à 8 semaines. Donc, l'ancienneté du salarié évoluera nécessairement entre ces deux dates. Donc, veillez bien à indiquer l'ancienneté du salarié à la date de fin du contrat de travail. Ensuite, il s'agit du calcul de l'indemnité. Et c'est là l'élément clé et le nerf de la guerre, je dirais, de la négociation, puisque c'est le point le plus technique peut-être juridiquement et le plus stratégique sur lequel il ne faut vraiment pas se louper lors de la saisie en ligne. Vous pouvez voir sur la bulle numéro 1 les différentes modalités de saisie. La rémunération identique sur les 12 derniers mois ou une rémunération évolutive sur les 12 derniers mois, ce qui est, dans la majeure partie des cas, le cas. C'est-à-dire que c'est assez rare encore aujourd'hui de voir un salarié qui a une rémunération idoine sur l'ensemble des 12 derniers mois. Alors, pour vous donner un exemple concret, évidemment, j'ai pris une rémunération évolutive, pardon. Vous pouvez voir sur la bulle numéro 2 un salaire de 3 000 € sur le mois de décembre 2024 et en août 2025, un salaire de 2 500 €. J'attire également votre attention sur la bulle numéro 4, puisque tout en bas de la saisie, il faudra indiquer les éventuelles primes qui ont été versées aux salariés au cours des 12 derniers mois, puisque je vous rappelle que la loi prévoit que l'indemnité de licenciement doit être comparée selon ce qui est le plus favorable pour le salarié entre les 12 derniers mois et les 3 derniers mois. Et si une prime annuelle ou exceptionnelle a été versée lors des 3 derniers mois, il convient de la lisser sur les 3 derniers mois. Ce pourquoi l'administration a besoin de cette information. Nous allons à présent faire un petit focus sur le point numéro 5, là où vous pouvez voir l'icône attention danger, puisque l'administration le site TLRC vient malheureusement créer un trouble dans l'esprit des professionnels du droit et également du coup dans l'esprit des employeurs, puisque cette bulle indique sur l'encart bleu foncé qu'il y a lieu d'indiquer les 12 derniers salaires précédant la date de signature de la demande d'homologation afin de permettre la détermination de la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Jusque-là, pas de problème. Il s'agit des salaires bruts versés aux salariés. OK. En cas d'absence maladie, vous devez indiquer le salaire brut mensuel moyen habituel, le salaire reconstitué. Dit autrement, les 12 derniers mois. Sauf que, et là, la Cour de cassation met son grain de sel, vous avez les rappels qui figurent à droite de l'écran. L'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. C'est la loi. Le site LRC indique que cette moyenne mensuelle doit être calculée sur les rémunérations versées entre les 3 ou 12 derniers mois précédant la signature de la convention, sauf que la Cour de cassation, par un arrêt qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque du 23 mai 2017, nous avait précisé qu'en cas d'arrêt maladie, il convient de retenir les 12 ou 3 derniers mois, non pas qui précèdent la date de signature de la convention de rupture ou la date de fin du contrat de travail, mais les 12 derniers mois ou les 3 derniers mois qui précèdent l'arrêt de travail, ce qui fait que votre salaire de référence et votre assiette de calcul peut ne pas du tout être la même et
avoir un impact évidemment en termes d'indemnité de rupture à verser aux salariés. Donc là, on a un réel doute dans ce cas particulier sur ce qu'il convient de faire. Bien évidemment, la solution de prudence viserait à retenir l'indemnité la plus favorable aux salariés, mais il y a lieu en tout cas de s'interroger. La suite des informations clés à saisir. Vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran, les bulles numéro 1 et 2, les résultats du calcul automatique. C'est-à-dire que par rapport aux rémunérations qui ont été renseignées avant, le site TLRC va calculer de manière automatisée, et c'est un gage de sécurisation, hein, évidemment, le salaire qui sert de référence au calcul. Vous devrez, par contre, sur les bulles numéro 1 et 2 qui se situent cette fois à gauche de l'écran, renseigner manuellement l'assiette de rémunération et le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Là, pour l'exemple, évidemment, je l'ai fait correspondre pile poil à ce que l'administration avait prévu. Si jamais il y a une indemnité conventionnelle de licenciement sur la bulle numéro 3, vous pouvez également l'intégrer. C'est une faculté et non une obligation. Et enfin, sur la bulle numéro 4, n'hésitez pas à intégrer certains commentaires, notamment s'il devait y avoir du temps partiel et du temps complet, puisque le CERFA ne se suffit malheureusement pas à lui-même dans cette hypothèse pour aller dans ce niveau de détail. Et c'est là toute l'importance d'être bien conseillé, bien accompagné et de rédiger une convention de rupture conventionnelle ainsi qu'une annexe au chiffrage afin de déterminer clairement quelles sont les modalités de calcul de l'indemnité qui a été retenue in fine entre les parties. La suite des informations clés à saisir, ce sont les informations par rapport à la date. Alors, admettons qu'on signe aujourd'hui, hein, le 3, donc vous voyez la bulle numéro 1, 3 octobre 2025, vous devez impérativement cocher oui ou non sur l'assistance du salarié, et vous devez également indiquer le calendrier de la demande et la date à laquelle sera signé le formulaire, bulle numéro 3, 3 octobre 2025. Et quand vous aurez renseigné cette date, vous verrez sur la partie gauche de votre écran, bulle numéro 4, un planning prévisionnel qui sera déroulé automatiquement par l'administration. Ça, c'est un garde-fou, hein, d'une certaine manière, de l'administration qui permet de sécuriser votre démarche. Cependant, comme l'a dit Alix avant, il faut faire attention aux dates de fin de contrat, puisque vous voyez que si jamais on signe le 3 octobre 2025, le dernier jour de travail, le jour auquel le contrat de travail pourra être rompu est le 11 novembre 2025. Le 11 novembre 2025, c'est l'armistice, c'est un jour férié, votre cabinet d'expertise comptable ne travaillera pas en principe. Donc, effectivement, il faut intégrer ces délais-là dans le planning prévisionnel. D'autant plus que le site TLRC, même s'il est assez intuitif, est assez capricieux, il peut bugger, il peut y avoir des pannes qui peuvent durer des journées entières et il faut aussi l'anticiper dans le cadre du planning. En parlant de garde-fou, vous voyez également la bulle numéro 5, un élément bloquant de la saisie puisque j'ai volontairement renseigné la date du 10 novembre 2025. Donc la veille du 11 novembre et qui va totalement vous bloquer dans la saisie puisque le site va vous indiquer que la date de rupture ne peut intervenir que le lendemain de l'homologation. Donc vous allez être bloqué à ce moment-là. Enfin, vous allez arriver sur la dernière page, l'impression en mode brouillon et la validation. Si vous imprimez bulle numéro 1 en mode brouillon, ça va vous permettre une relecture pour checker les différents éléments que vous avez intégrés. Par contre, une fois que vous aurez validé définitivement le formulaire, bulle numéro 2, c'est irréversible. Vous ne pourrez plus revenir en arrière et si jamais il y a une erreur, vous devrez ressaisir intégralement la demande de rupture conventionnelle et le formulaire CERFA. Attention, puisqu'un nouveau numéro de dossier sera attribué à chaque nouvelle saisie. Merci Kevin. Et alors, une fois que la demande a été déposée, on peut effectivement suivre le traitement de la demande. Je vous remontre l'écran d'accueil du site TLRC pour vous montrer qu'en bas, à gauche, il y a un petit encart qui s'appelle « Suivre une demande d'homologation » avec une petite loupe bleue. Et lorsque l'on clique sur cette loupe, on a donc la possibilité de suivre le statut de la demande. Il faut renseigner, comme ce que je vous disais tout à l'heure, le numéro unique du dossier de rupture conventionnelle, ainsi qu'une information liée à ce dossier, ça peut être le SIRET de l'entreprise. Et on arrive sur cette page, donc on a différentes informations que là on ne voit pas, le numéro de la demande, l'employeur, le salarié, la date de fin du délai d'instruction de la demande, et là, en l'occurrence, la demande a été reçue par l'administration. Donc, une fois que la demande est déposée, donc quelle est la durée de l'instruction de la demande par l'administration? Donc là, ici, on parle de délai d'homologation. Ce délai, contrairement au délai de rétractation, dure 15 jours ouvrables, donc hors week-end et jours fériés, et il commence à courir à compter du lendemain de la réception de la demande par l'administration.
en sachant qu'il faut bien conserver la preuve du dépôt de la demande, mais on reçoit un courriel. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, comme les dépôts se font en ligne et non plus par courrier, on n'a plus besoin d'intégrer des jours d'envoi du courrier dans le calendrier. Et donc, à l'issue, on a l'avis d'homologation. Alors, l'homologation peut être tacite si l'administration reste silencieuse pendant tout ce délai. On considère que la convention de rupture est homologuée, mais on peut aussi avoir une homologation explicite et donc une notification par courriel de l'homologation de la rupture, et on peut aller récupérer, on doit aller récupérer l'avis d'homologation sur la plateforme TéléRC. Il faut impérativement conserver ce document dans le dossier de rupture. Les points de vigilance relatifs à la rupture conventionnelle. Alors, que faire avec les salariés qui sont dans des situations particulières? Vous voyez apparaître désormais à l'écran une liste qui n'est bien évidemment pas exhaustive, mais des cas les plus courants qui sont rencontrés en pratique. Le salarié protégé, puisque le salarié protégé, la procédure est particulière. On écarte TLRC. Il y a certains éléments à intégrer dans cette procédure, notamment la consultation du CSE. Le cas échéant, ainsi que, et c'est le plus important, la demande d'autorisation de l'inspection du travail. Attention également à l'ancienneté du salarié, puisqu'il y a lieu de déduire de l'ancienneté légale les périodes non assimilées à du temps de travail effectif, comme par exemple la maladie non professionnelle et les congés sans solde. C'est une réelle source d'économie selon les situations pour l'employeur, donc c'est un calcul qui vaut la peine d'être effectué afin d'économiser sur l'indemnité de rupture conventionnelle. Et enfin, la disposition de l'article L1251-38 du Code du travail, une disposition très méconnue en pratique, mais qui existe. Je vous invite à aller la consulter. Pour les salariés qui étaient intérimaires avant et qui ont été recrutés ensuite dans l'entreprise, attention à bien intégrer la période de travail temporaire dans l'ancienneté, dans la limite de 3 mois, ce qui gonflera nécessairement l'indemnité de rupture. Attention également aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps complet, comme on l'avait évoqué avant, puisque là, il y a lieu d'effectuer une proratisation que vous ne pouvez pas indiquer dans le cadre du formulaire CERFA, mais vous pouvez attirer l'attention d'administration là-dessus. Il y a également les indemnités supralégales, puisque là, il faut faire attention au consentement du salarié, puisque le régime social et fiscal change. Si à partir du moment où une indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel a été versée. Et enfin, les situations particulières peuvent être également les salariés en congé maternité, puisque si la rupture conventionnelle est possible, attention à l'intégrité du consentement du salarié qui est tout particulièrement visé par les juges en cas de litige. Merci Camille. Et on a aussi voulu attirer votre attention sur deux autres points particuliers. Donc, que faire en cas de salarié malade et quid des secteurs d'activité spécifiques? Alors, il est possible, tout à fait possible, de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en arrêt maladie. Attention, évidemment, la situation peut présenter des risques, donc il peut y avoir une contestation pour vice du consentement. Il ne faut pas essayer de contourner, évidemment, une procédure d'inaptitude. Et encore une fois, en termes de bonnes pratiques, c'est bien de documenter ici la volonté claire et éclairée du salarié pour vraiment diminuer le risque de contentieux par la suite. Et un petit point d'attention, notamment dans le secteur du BTP, puisque ces entreprises s'affilient à une caisse de congés payés, ce qui fait que les indemnités de congés payés n'apparaissent pas sur les bulletins de paye. Et là, la vigilance se situe au niveau du calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il est primordial de récupérer les relevés de paiement des indemnités de congés payés auprès de la caisse pour s'assurer que le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle est correct et ne se fait pas simplement sur la base du maintien de salaire. Tout à fait. Et pour compléter le propos d'Alix, chers clients et chères entreprises du secteur du BTP qui nous regardez aujourd'hui, vous le savez que le plus souvent, les réductions de salaire qui sont faites sur les bulletins de paye sont souvent inférieures, dans la majeure partie des cas, à ce qui est réellement versé par l'indemnité, par la caisse de congés payés. Donc, il y a vraiment lieu d'aller récupérer ces relevés pour éviter tout risque de contestation de la part du salarié. Et enfin, que faire en cas d'interpellation de l'administration avant le refus de l'homologation? Eh bien, vous nous appelez. Vous appelez votre cabinet d'expertise comptable préféré, blague à part, parce que souvent l'administration ne va pas venir vous embêter parce qu'il y a une date de naissance qui est mal renseignée ou une coquille dans l'intitulé de poste du salarié. C'est souvent des informations techniques et juridiques qui peuvent être déterminantes dans le cadre de la saisine. J'ai évoqué avec vous avant le régime social et fiscal, une particularité dans le calcul de l'indemnité. Donc, contactez-nous, contactez RSM afin de pouvoir vous conseiller au mieux et de gérer en direct cette interrogation de la part de l'administration. Puisque le contrôle, c'est le devoir de l'administration, mais le conseil, et si vous nous avez confié cette mission d'accompagnement, c'est de notre responsabilité pour sécuriser votre prise de décision.
les points sont souvent techniques, comme je vous l'ai dit, donc faites appel aux juristes de RSM, d'où l'intérêt d'être conseillé et accompagné par nos services dans ce cadre pour assurer l'homologation de la rupture conventionnelle. Et enfin, pour conclure, un petit mot sur l'avenir de la rupture conventionnelle. Puisque aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans un contexte de dette publique qui n'en finit pas, une instabilité politique également, puisque depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, les gouvernements se succèdent. Et il y a eu, et vous en avez peut-être entendu, certains projets amorcés, qui ont été amorcés par l'ancien gouvernement de François Bayrou, qui proposait notamment d'augmenter la contribution patronale qui est passée à 30% depuis le 1er septembre 2023 et qui n'était plus à 20%. Comme je vous l'avais dit avant, donc au 1er septembre 2023, cette contribution patronale est passée à 30% et le gouvernement de François Bayrou envisageait d'augmenter encore davantage cette contribution patronale à 40%. Il y a également d'autres projets qui ont été amorcés, mais qui ont été beaucoup moins médiatisés. Il s'agissait du plafonnement de l'indemnisation à l'assurance chômage, ainsi que l'allongement du différé d'indemnisation. Alors bien évidemment, François Bayrou n'étant plus notre Premier ministre, on peut s'interroger sur ce que va faire notre nouveau Premier ministre, M. Sébastien Lecornu. Donc là, il va falloir attendre, et comme le disent nos amis anglais, wait and see, la loi de finances 2026 pour voir quelle sera la prise de décision du gouvernement à ce sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce mot de la fin, wait and see. Effectivement, on va prendre vos questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde. J'en profite à ce stade pour dire que les contacts de nos 2 intervenants figurent dans le support qui est téléchargeable sur Webikeo. La matinale sera aussi disponible en replay. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez aborder de manière plus spécifique et précise vos situations. Comme l'ont dit Alix et Kevin, il reste à votre écoute pour vous accompagner. Néanmoins, on va prendre quelques questions, avec une question de Bastien qui nous demandait si le salarié doit-il préciser dès l'invitation s'il sera assisté lors de l'entretien? Alix, tu veux commencer? Oui, oui, alors le salarié, dès qu'il sait qu'il va recourir à l'assistance d'un conseil, il faut qu'il informe l'employeur. Mais pour compléter ce que dit Alix, pas nécessairement le jour de l'entretien, il peut avoir un petit peu de temps, mais vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, faire peser une obligation et une pression sur le salarié d'impérativement vous tenir au courant. Alors c'est sûr que si on veut conclure une rupture conventionnelle, puisque l'objet de la rupture conventionnelle, c'est la rupture du contrat de travail, dit autrement, c'est la paix. Vous voulez la paix avec votre salarié, le salarié veut la paix avec son employeur pour pouvoir tourner une page professionnelle et passer à autre chose. Il est de bonne forme de signaler par le salarié qui va être assisté. En général, vu qu'on veut aboutir à ce processus, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, si le salarié retient cette information volontairement, puisqu'il peut la retenir jusqu'au jour de l'entretien et le jour de l'entretien, tadada, je suis assisté, vous devez recommencer toute la saisie du formulaire CERFA, etc. Ça prend du temps, il y a de la crispation, il peut le faire. Mais c'est une stratégie d'embêtement qu'il va avoir vis-à-vis de vous, ce qui en dit aussi un petit peu long sur les intentions du salarié quant à la conclusion de cette rupture conventionnelle. Mais vous ne pouvez pas, du coup, pour répondre à votre question, imposer impérativement à votre salarié de vous l'indiquer dès l'entretien. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on a une question d'Edwige qui nous dit bonjour, question qui peut paraître bête. Non, Edwige, il n'y a pas de question bête. Est-ce que l'on doit renseigner l'adresse mail personnelle du salarié ou l'adresse mail professionnelle? Alix, je te laisse la parole. Merci Kevin. L'adresse mail personnelle du salarié pour s'assurer qu'il puisse bien recevoir son attestation d'homologation de la rupture. Dans l'idée où peut-être qu'au moment de la rupture, si par exemple il pose des congés à la fin de son contrat de travail et qu'il n'ait plus accès à sa boîte mail pro, il faut bien qu'il puisse y avoir accès. Merci beaucoup. On a Caroline qui se demande si le recours à la rupture conventionnelle n'est pas limité et est-ce que l'inspection du travail ne peut pas retoquer l'entreprise si le nombre de RC est trop important?
Pour répondre à Caroline, c'est effectivement ce que j'évoquais avant avec l'applicatif SIRC. C'est une épée de Damoclès que vous avez, que l'entreprise a au-dessus de la tête, clairement. Puisque s'il y a un nombre volumineux de ruptures conventionnelles qui sont conclues au sein de la même entreprise, quand bien même les SIRET seraient différents, ça peut mettre la puce à l'oreille à l'inspection du travail. Alors l'inspection du travail ne va pas nécessairement agir. Ça va juste envoyer un message d'alerte et ensuite c'est l'inspecteur du travail qui prendra sa décision sur le fait de rentrer en contact avec l'entreprise ou pas. Et malheureusement, à notre niveau, et ça c'est les limites évidemment du système, nous n'avons pas d'informations. Je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui que par exemple 10 ruptures conventionnelles va forcément mettre la puce à l'oreille de l'inspection du travail, puisque tout est question de proportionnalité. Une entreprise qui embauche 3 salariés et qui fait 2 ruptures conventionnelles, coup sur coup, se sépare de la moitié de son effectif et ne va pas forcément attirer l'attention de l'administration. Et encore, hein, si ça peut être le cas, puisque l'administration est bien informée de la situation économique locale. Et une entreprise qui se licence et qui fait 10 ruptures conventionnelles mais qui embauche 1000 salariés, par exemple, la proportionnalité n'est pas la même, vous voyez. Donc tout est question de référentiel et on n'a pas de règles précises sur quand est-ce que l'inspection du travail va monter au créneau. Merci beaucoup. Estelle qui nous demandait comment s'assure-t-on de la remise de l'exemplaire aux salariés, par quelle preuve? Voilà, comment on s'en assure? Alix, je t'en prie. Vas-y, j'y vais. Nous, on insère une clause dans la convention de rupture, voilà, qui en fait qui matérialise bien le fait que le salarié reconnaît avoir reçu une copie du coup signée du CERFA. Je te laisse compléter, Kevin, en fonction de... Tout simplement, effectivement, comme l'a dit Alix, intégrer là et matérialiser cette clause, et également dans la convention de rupture conventionnelle et également dans le formulaire CERFA, puisque comme vous l'avez vu, il y a des petits encadrés qui peuvent vous permettre d'ajouter des commentaires, mais également d'autres clauses à la convention de rupture. Donc ça peut être l'occasion à ce moment-là d'intégrer la remise d'un exemplaire en main propre le jour J au salarié, vu qu'il signera le formulaire CERFA, forcément, ça vaudra preuve de reçu. Assurez-vous aussi à ce titre de la bonne signature du formulaire CERFA, et on ne le répétera jamais assez. Veillez bien à dater et signer, lu et approuver le formulaire CERFA dans l'encart qui figure au verso du formulaire. Très clair, merci beaucoup. Alors, on a eu pas mal de questions sur si j'envoie le CERFA le samedi, enfin voilà, sur les délais. Je trouve que c'est un peu difficile pour vous de répondre à l'oral sur si j'envoie tel jour, est-ce que c'est OK? Et vous avez aussi mis pas mal d'exemples de dates. Donc, peut-être pour toutes les personnes qui se demanderaient si, voilà, autour des délais, est-ce que vous êtes dans les clous? Peut-être revenez vers nous. Ou servez-vous aussi des exemples que nos 2 animateurs ont mis dans le support? Ce sera peut-être plus pratique. Et faites appel à RSM, Tout à puisque fait. en fait la règle de computation des délais sont des règles de code de procédure civile qui ont été enseignées à tous les juristes de RSM durant leurs études. On est très calé là-dessus également. Donc n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez une interrogation de la sorte. Tout à fait. Ensuite, sur le fait de renseigner sur la plateforme, on a eu pas mal de questions concernant quand il y a eu un AT ou s'il y a un salarié qui a été en arrêt maladie sur une période, qu'est-ce qu'on doit renseigner en termes de rémunération? Comment est-ce que ça se passe pour renseigner la rémunération? Ah oui, c'est sûr, c'est un gros point d'interrogation lors de la saisie du formulaire CERFA. Alors, la solution de prudence et la plus sécurisée vise à effectuer 2 calculs. Premier calcul, vous prenez les 12 derniers mois qui précèdent effectivement la signature de la convention de rupture, vous reconstituez les salaires, le cas échéant, et vous regardez ce qui est le plus favorable pour le salarié. Vous calculez déjà ce point-là. Deuxième calcul, c'est la prise en compte des 12 derniers mois, mais qui précèdent l'arrêt de travail, qui peut vous conduire plusieurs années en arrière, mais les 12 derniers mois qui précèdent l'arrêt de travail, et vous faites un calcul sur cette base-là également. Vous regardez quel est le plus favorable et vous arbitrez et vous prenez votre décision. Vous retenez le plus favorable, ça vous coûtera plus cher, mais d'un point de vue sécurité juridique, c'est quasiment du tout cuit, puisque le salarié, il y a très peu de risques de contestation sur ce sujet. Vous prenez l'autre, ça coûte moins cher à l'entreprise, mais on peut potentiellement se mettre en danger si jamais il devait y avoir une contestation du salarié. Très clair. On a Cynthia qui, un petit peu dans la même logique, se demandait comment calculer ça si le salaire était sur 13 mois? Le salaire sur 13 mois.
Vous voulez sans doute dire, Cynthia, l'inclusion d'un 13e mois, puisque le formulaire CERFA ne pourra, en tout état de cause, qu'intégrer les 12 mois calendaires dans le cadre de la saisie. Si jamais il devait y avoir une particularité sur le versement d'une prime de 13e mois, comme vous l'avez vu dans les slides avant, notamment sur les 3 derniers mois, indiquez-le à l'administration. Indiquez-le à l'administration pour clarifier cette situation, si celle-ci peut prêter le flanc à la critique, bien évidemment, afin que les choses soient claires et que l'homologation se passe le mieux possible. Merci beaucoup. Alors, on a Guillaume qui se demandait s'il y avait un délai à respecter entre une rupture conventionnelle et un départ à la retraite âge légal. Je dirais que la source n'est pas la même, Bruno. C'est Bruno, hein. C'était bien ça? C'était Guillaume. Guillaume, excusez-moi. Guillaume. La source n'est pas la même, puisque tout dépend de l'intention du salarié. Puisque si le salarié veut partir à la retraite, ça signifie qu'il a fait le point avec sa caisse de retraite et qu'il sait où il en est au niveau de ses droits. À ce moment-là, il peut faire une demande de départ à la retraite. Par contre, s'il ne sait pas exactement où il en est, enfin, s'il voit qu'il n'est pas bénéficiaire d'une retraite, il pourra, à ce moment-là, effectivement, demander à son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle. Alors là, par contre, Guillaume, j'attire votre attention sur 2 points, puisque les conséquences ne sont pas la même. La rupture conventionnelle suppose l'accord des parties, c'est-à-dire qu'il vous faudra nécessairement l'accord de l'employeur et du salarié pour pouvoir faire en sorte que le processus aboutisse. Par contre, le départ à la retraite est à l'initiative exclusive du salarié. L'employeur ne peut refuser une demande de départ à la retraite. Donc là, l'employeur n'aura pas son mot à dire et au final, le régime social et fiscal de l'indemnité diffère également, enfin surtout le régime fiscal, pardon, de l'indemnité diffère également, puisque l'indemnité et les modalités de calcul aussi, hein, puisque les modalités de calcul d'une indemnité de rupture conventionnelle sont calées sur celles du licenciement. Par contre, les modalités de calcul de la retraite ne sont pas du tout celles de l'indemnité de licenciement. Donc le montant différera et le régime fiscal différera également. Merci beaucoup. On a Cécile qui nous demande si l'entreprise qui a procédé à des licenciements peut-elle quand même recourir à une RC après avoir fait des licenciements. Alix, je te laisse peut-être. Ah oui, je te laisse répondre. Oui. Non, oui. Dans le cadre d'un licenciement, je pense que vous faites référence à des licenciements économiques. Oui, vous pouvez conclure des ruptures conventionnelles, mais il ne faut pas que, comment dire, l'objet de la rupture conventionnelle soit le contournement justement des règles de licenciement économique. Je vous donne un exemple. Vous avez fait un licenciement économique et 1 an après, malheureusement, la situation de l'entreprise qui commence à péricliter se confirme et vous devez réenvisager un nouveau licenciement économique parce que votre motif est avéré, etc. Eh bien, il y aurait lieu à ce moment-là de conclure un nouveau licenciement économique, bien évidemment pour des raisons d'ordre pratique. On peut se poser la question de l'opportunité de refaire un licenciement économique ou de plutôt privilégier une rupture conventionnelle qui, dans son process, est beaucoup plus simple qu'un licenciement économique, il faut le dire également, mais qui, pour le salarié, n'aura pas les mêmes conséquences puisqu'il sera moins bien indemnisé par l'assurance chômage que lors d'une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, pour l'instant, on verra en 2026, c'est indemnisation chômage classique, donc c'est-à-dire 57% du salaire de référence, alors que le licenciement économique permet aux salariés, durant la première année, si on est dans une entreprise de moins de 1000 et que le salarié a conclu un CSP, de toucher une indemnité de chômage égale à 75% de la RE, ce qui n'est pas négligeable. Et les salariés sont bien souvent bien informés à ce sujet et utilisent cet argument comme moyen, je ne vais pas dire de pression parce que ça peut être mal interprété, mais moyen de persuasion, on va dire, de l'employeur pour effectuer un licenciement économique. Après, vous nous appelez et on vous expliquera que les deux, c'est compliqué. Vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, mais on vous conseillera au mieux pour pouvoir effectuer la meilleure prise de décision pour votre entreprise. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là pour les questions parce que malheureusement, comme je vous le disais, on peut difficilement répondre à tout le monde. Vous avez aussi, comme tu le disais, Kevin, des spécificités dont il va falloir prendre compte pour vous conseiller au mieux.
Avant de vous quitter, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre, déjà sur notre site internet puisqu'on a un grand nombre de documentations, d'actualités sur, les nouvelles réglementations, mais également, de pouvoir consulter notre offre de formation qui sera, forcément beaucoup plus approfondie, beaucoup plus exhaustive, sur toutes les obligations inhérentes à vos entreprises, notamment en matière de droit social. Donc je vous mets, notre catalogue de formation directement dans le chat. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos besoins. Il y a un certain nombre de formations, mais on peut aussi les construire sur mesure, pardon, en fonction de vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vraiment pour être, accompagnés au mieux et en fonction de vos spécificités. Il nous reste à vous remercier pour votre participation. Un grand merci Kevin, un grand merci Alix, pour, votre présentation extrêmement claire et on vous dit à bientôt. Merci Aurélia et merci Manon également, que vous ne voyez pas, mais qui est en back-office derrière, Voilà, pour faire en sorte exactement. que ça se soit bien passé. Oui. Merci à tous. Bonne Bonne journée à journée. tous. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.